la mariée par correspondance pensait que plus personne ne voulait d'elle jusqu'à ce qu'une petite fille lui murmure « Tu peux être ma maman pour toujours ?» Territoire du Montana, fin de l'automne 1883. Le sifflet du train s'était depuis longtemps perdu dans le lointain, mais Clara restait sur le quai. Ses mains gantées serraient un vieux sac de tapis et son souffle formait de petits nuages dans l'air vif. La poussière tourbillonnait autour de ses bottes tandis que les derniers voyageurs disparaissaient sur le sentier menant à la ville, accueillis par leur famille ou salués par des commerçants. Personne n'était venu pour elle. Encore une fois. Clara s'assit sur un banc rugueux et froid, le dos raide sous le poids de l'humiliation. Elle sortit de sa poche une lettre usée, aux pliures adoucies à force d'être lue. Elle en connaissait chaque ligne, chaque promesse griffonnée par l'homme qui s'était présenté comme Harland Coloulton. J'ai une maison tranquille, un âtre chaleureux, et une place pour une âme bonne. Mais personne n'était venu. Pas de chariot, pas d'invitation, seulement le silence. À quelque distance, deux jeunes hommes appuyés contre un tonneau ricanaient en se cachant la bouche. L'un d'eux éclata de rire. La voilà, la comptable s'en mêlait. Elle croyait vraiment épouser un rancher? Clara tressaillit. Ce n'était pas la première fois. On l'avait déjà laissée devant l'hôtel. 2 fois en public, 1 fois en privé. À chaque fois, la vérité avait surgi comme de la bile dans leur gorge, elle est à moitié sauvage, vous savez. Sa mère n'a pas choisi son père. On l'a prise. Ce sang coule profond. Même quand elle avait ouvert une petite bibliothèque près de Fort Union, les murmures l'avaient suivie, orpheline sans mêler élevée par des Indiens, intouchables. Les larmes montèrent, brûlantes contre le vent glacé. Elle baissa la tête, les épaules rentrées. Elle n'avait pas pleuré devant quiconque depuis des années. Mais là, elle pleurait en silence, sans espoir, la lettre froissée sur ses genoux. De petits pas résonnèrent plus près. Puis une voix d'enfant, claire et lumineuse. « Vous avez mal ?» Clara leva les yeux. Une fillette de 3 ans tout au plus se tenait devant elle, les yeux écarquillés d'inquiétude. Elle portait un manteau de laine trop grand et des moufles pendus à un cordon autour de son cou. Des boucles dorées dépassaient de son bonnet tricoté. Clara essuya son visage avec sa manche. « Non, je... » Elle tenta de sourire. Juste un peu triste. L'enfant l'observa gravement. « Votre papa a dit non ?» Clara cligna des yeux. « Non, ma puce. » La petite pencha la tête. « Vous avez un mari ?» Clara fit non de la tête. « Vous avez un bébé ?» Encore un petit non. « Personne ne veut de moi, » murmura Clara. L'enfant fit un pas de plus. Sa main mouflée effleura les doigts gantés de Clara et, avec l'assurance propre aux enfants, elle demanda. « Tu peux être ma maman pour toujours ?» Clara se figea. Une voix douce retentit derrière elle. « Junie. » Un homme s'était approché sans bruit, large d'épaules, cheveux sombres, un peu plus âgé qu'elle. Son manteau était rapiécé, son chapeau usé par les longues chevauchées. Il portait dans un bras un petit sac de provisions. L'autre main reposait légèrement sur l'épaule de l'enfant. Il hocha la tête vers Clara. « Désolée, elle a le cœur trop tendre. » Clara se leva vivement, époussetant sa jupe. « Ce n'est rien. » Elle m'a juste, surprise. Le regard de l'homme s'attarda sur la lettre froissée. « Vous attendez quelqu'un ?» Clara hésita. « Je l'attendais, oui. Mais on dirait que je me suis encore fait berner. » Il hocha lentement la tête, puis baissa les yeux vers la petite. Junie tirait sur son manteau. « Papa. » Son visage se crispa. Il reporta son attention sur Clara. « Vous n'avez nulle part où aller. »« Non, » répondit-elle, « mais je me débrouillerai. » Il l'observa encore un instant, puis changea son sac de main. « Il fait froid. Si vous voulez un toit et un bol de bouillon chaud, vous êtes la bienvenue pour vous reposer un peu. » Clara sia. « Je ne connais même pas votre nom. »« Luc, dit-il. Luc Harrison. » Il désigna le sentier. « Ce n'est pas loin. Vous pourrez repartir après le souper, si vous le souhaitez. » Clara baissa les yeux sur Junie qui tenait toujours sa main. Puis elle acquiesça. « Merci. » Et comme ça, elle suivit l'homme et sa fille dans le crépuscule glacé du Montana. Pas avec de l'espoir, mais avec la plus petite des flammes, comme une allumette qu'on protège du vent. Le chemin jusqu'à la cabane de Luc Harrison serpentait entre des pins clairsemés et des collines déchiquetées.
Le ciel avait viré au violet quand ils arrivèrent. Nichée dans un creux, la maison était petite, une seule pièce, un petit porche, une fine cheminée d'où s'échappait un filet de fumée. Junie tira doucement sa main. « Il fait chaud dedans », chuchota-t-elle. Luc ouvrit la porte sans un mot. Le feu crépitait déjà, projetant de longues ombres sur les murs de planches brutes. Un lit unique dans un coin, une petite table, un fauteuil à bascule. Sobre, mais propre. « Vous pouvez accrocher votre manteau là », dit Luc en montrant un crochet près de la porte. Clara hésita encore. « Je ne resterai pas longtemps. » Luc ne leva pas les yeux en ôtant ses bottes. « C'est vous qui décidez. Je ne vous ai pas invité pour toujours. Juste pour la nuit. » Les joues de Clara s'empourprèrent. « J'apprécie votre franchise. » Il s'approcha de l'âtre, remua la soupe. « Et pour info, je ne vous ai écrit aucune lettre. » Clara cligna des yeux. « Vous n'êtes pas Arland Coloulton. » Luc émit un son sec, entre rire et grognement. « Arland Coloulton a 16 ans et nettoie parfois mes écuries. Il aime jouer les marieurs avec le courrier des inconnus. Il a dû trouver ça drôle. » Clara fixa le sol, les mains crispées sur la sangle de son sac. « Je vois, » dit-elle doucement. Junie, sentant la tension, grimpa sur le banc près du feu et tapa la place à côté d'elle. « Vous pouvez vous asseoir là. C'est le plus chaud. » Clara s'assit. Elle garda ses gants. Ils mangèrent presque en silence. Luc parlait peu. Clara encore moins. Seule Junie, avec son joyeux fredonnement et ses bruits de cuillère, semblait imperméable à la gêne. Après le repas, Clara se leva. « Merci pour le repas. Je vais y aller. » Mais avant qu'elle n'atteigne la porte, Junie sauta de son siège et s'accrocha à ses jupes. « Non », pleura l'enfant. « Tu as dit que tu n'avais pas de maison. Ici il y en a une. » Clara s'agenouilla doucement. « Ma chérie, ce n'est pas ma maison. » La lèvre de Junie trembla. « Ça peut l'être, juste un peu. » Clara jeta un regard incertain à Luc. Il était appuyé au dossier de sa chaise, bras croisés. « Elle s'attache vite, marmonna-t-il. »« Je peux dormir dans la grange, » proposa Clara. « Ou près du feu, juste cette nuit. » Luc ne répondit pas tout de suite. Puis il hocha la tête. « Prenez le lit. Je veillerai. » Clara regarda autour d'elle et c'est là qu'elle la vit, dans un coin, derrière une pile de couvertures pliées, pendait une petite robe perlée, faite main, comme en portaient les fillettes indigènes. À côté, une étagère basse sculptée avec soin abritait quelques objets, une plume, un collier de turquoise, un petit sachet de sauge séchée. Clara s'approcha. « Elle était commanche », murmura-t-elle. La voix de Luc vint de derrière elle. « Cailloa. » Clara se retourna. Il ne s'y a pas. Elle est morte l'hiver dernier. La fièvre l'a emportée vite. Le cœur de Clara se serra. « Je suis désolé. » Luc ne répondit pas, se contenta d'ajouter une bûche dans le feu. Plus tard, quand Junie se fut endormie, roulée en boule près du chien, Clara s'assit près de la fenêtre, une couverture sur les épaules. Luc parla depuis l'autre côté de la pièce. « Vous pouvez rester quelques jours. Elle est plus calme quand vous êtes là. » Clara le regarda. « Ça ne me dérange pas. Je ne demanderai rien de plus. » Il hocha une fois la tête, puis retourna à sa chaise. Ils ne parlèrent plus cette nuit-là, mais le feu brûla bas, et la cabane ne sembla plus faite pour une seule personne. Tout commença par un frisson. Junie, qui avait dansé pieds nus dans la prairie le matin même, gisait maintenant recroquevillée sur le lit, la peau brûlante et moite. À la nuit tombée, son souffle était court, son corps tremblait sous l'édredon. Luc tournait autour d'elle, les yeux fous d'angoisse. Ses mains, d'ordinaire si sûres avec le marteau ou le fusil, tremblaient tandis qu'il essayait d'appliquer un linge humide sur le front brûlant. « Elle est en feu », murmura-t-il. « Je ne sais pas ce qu'elle a. » Clara triait des herbes près du feu quand elle perçut la panique dans sa voix. Elle se leva d'un bond. « Que s'est-il passé ? » « Elle allait bien ce matin, » répondit Luc. « Juste un petit rhume. » Puis elle s'est tue. Trop tue. Clara posa la main sur la joue de Junie. La chaleur irradiait comme un feu sous une fine couche de glace. « Elle fait une forte fièvre, » dit Clara calmement. La bouche de Luc se crispa. « On peut l'emmener en ville. »« Pas ce soir. Les chemins sont gelés, elle ne tiendra pas. »
Luc se mit à faire les 100 pas. Je ne sais pas quoi faire. Clara posa la main sur son bras. Moi, oui. Il la regarda, surpris. Mon père, expliqua-t-elle, était guérisseur Kaiôa. Il m'a appris des choses qui marchent quand rien d'autre ne marche. Luc hésita, puis acquiesça. Clara agit vite. Elle sortit de son sac des racines séchées, des paquets de feuilles. Elle fit bouillir de l'eau, infusa les herbes, écrasa d'autres en pâte épaisse. Ses gestes étaient rapides, assurés. Luc observait depuis son coin, bras croisés mais tendus. Ce n'est qu'une enfant, murmura Clara en posant le cataplasme sur la poitrine de Junie. Mais elle brûle comme si elle portait le monde entier. C'est tout ce que j'ai, dit Luc d'une voix rauque. Clara ne répondit pas. Elle continua. Elle souleva la tête de Junie, entr'ouvrit ses lèvres, fit couler lentement une tisane amère. La petite gémit mais avala. Il faut qu'elle transpire, dit Clara. Si elle y arrive, la fièvre tombera avant l'aube. La pièce retomba dans le silence, seulement troublée par le crépitement du feu et les gémissements occasionnels. Luc s'assit sur un tabouret, coude sur les genoux, les yeux rivés sur sa fille. « Vous avez déjà fait ça ?» demanda-t-il doucement. Clara hocha la tête. 2 fois. Un garçon toussait si fort qu'il ne respirait plus. L'autre avait attrapé la fièvre après une chasse d'hiver. Il a survécu. La mâchoire de Luc trembla. Vous semblez plus sûr que la plupart des médecins. Il le fallait, répondit-elle simplement. Là où j'ai grandi, personne ne venait nous soigner. Il observa son visage, son calme, sa certitude, la douceur de ses gestes, et quelque chose en lui bougea. Il n'avait pas l'habitude qu'on l'aide, qu'on veille sur lui. Il avait toujours été celui qui protégeait, qui tenait les autres à distance de la douleur. Mais cette nuit-là, c'est Clara qui se tenait entre la mort et sa fille. Elle essuyait le front de Junie, changeait les compresses, faisait boire la tisane, murmurait des berceuses dans une langue qu'il ne connaissait pas. Peu après minuit, l'enfant remua. Ses joues étaient encore rouges, mais son souffle n'était plus sifflant. Elle ouvrit les yeux. « Maman ?» murmura-t-elle. Clara se figea. Luc inspira brutalement. Junie tendit la main, chercha à tâtons jusqu'à trouver celle de Clara. Elle la serra fort, puis se rendormit. Clara regarda Luc, lèvres entr'ouvertes. Elle ne comprend pas, dit-elle doucement. Le visage de Luc était indéchiffrable dans la lumière du feu, mais sa voix fut basse. Elle sait ce qui lui fait du bien. Ils restèrent silencieux. Dehors, le givre collait au carreau. Dedans, la petite dormait, la main dans celle de Clara et celle de Luc. Il ne dit pas merci. Mais le lendemain matin, quand Clara se réveilla endolorie près du feu, elle trouva une tasse de café fumant posée sur la table, versée rien que pour elle. Les étoiles scintillaient, froides et claires dans le ciel du Montana. Dans la cabane, le feu était bas, projetant de longues ombres sur les murs de bois. Clara était assise sur la marche du porche, un châle serré autour des épaules, une tasse de thé chaud entre les mains. La nuit était calme. Junie dormait depuis des heures, blottie dans le nid de couverture que Clara avait recousu. Luc se tenait à l'autre bout du porche, bras croisés, les yeux fixés sur la ligne des arbres. Longtemps, aucun des deux ne parla. Puis Clara rompit le silence. Elle me l'a redemandé ce soir. Luc se tourna. Junie ? Clara hocha la tête. Elle voulait savoir si j'avais eu une maman. Je lui ai dit que oui, autrefois. Une femme qui me tenait la main quand je pleurais, qui chantait aux étoiles comme à des sœurs. Luc s'appuya à la rambarde. Ta vraie mère ? Non, dit Clara doucement. Celle qui m'a mise au monde est morte la nuit de ma naissance. Luc fronça les sourcils point. Ma mère était Kaiôa, poursuivit Clara. Mon père était officier de cavalerie. Elle but une gorgée de thé. Sa voix ne tremblait pas, elle avait trop souvent raconté cela. On l'avait enlevée lors d'un raid. Elle s'est retrouvée enceinte. Certains disent qu'il voulait revenir. D'autres qu'il était ivre. Je ne l'ai jamais connu, et je ne veux pas le connaître. Luc resta silencieux. La tribu m'a recueilli. Pas tous étaient d'accord, mais une vieille femme m'a élevé comme sa propre fille. J'ai appris à lire avant de savoir monter à cheval. À préparer les remèdes, à coudre les mocassins, à raconter des histoires aux enfants. Elle sourit faiblement.
Mais je n'ai jamais cessé d'être ce qu'on chuchotait, l'enfant bâtarde sans mêler, un rappel. Luc s'assit à l'autre bout de la marche. À 17 ans, un traître est passé. Il a dit que j'étais trop jolie pour vivre dans un tipi. Il m'a emmené dans une ville à l'ouest, promettant de m'aider à trouver du travail, une vie. Ses doigts se crispèrent sur la tasse. Le premier homme à qui je me suis fiancé était le fils d'un pasteur. On devait se marier au printemps. Puis il a su. Qu'a-t-il dit? Il n'a rien dit. Il a simplement cessé de venir. Il a envoyé son frère me dire que le mariage était annulé. Luc garda le silence. Le deuxième m'écrivait des lettres. Promettait un ranch, une famille. Quand je suis arrivé, il n'a même pas ouvert la porte. Sa mère est sortie me dire qu'il avait changé d'avis. Clara fixait l'obscurité. Le troisième m'a vraiment conduite à l'hôtel, a prononcé les vœux, m'a passé la bague au doigt. Luc la regarda, les yeux plissés. Il m'a quitté cette nuit-là. Il a dit qu'il ne pourrait pas dormir auprès d'une femme au sang de sauvage. Les mots flottèrent comme de la fumée. J'ai arrêté d'essayer après ça. Je me suis tenu à l'écart. J'ai travaillé à la bibliothèque. J'ai lu des histoires aux enfants des autres. Elle baissa les yeux. Jusqu'à ce que je remplisse ce formulaire. Marié par correspondance. Ça semblait fou, mais je me suis dit que peut-être, quelque part, quelqu'un verrait au-delà du passé. Luc la regarda longuement, en silence. Je ne t'ai pas écrit, dit-il enfin. Clara esquissa un demi-sourire. Je sais. Ils restèrent silencieux. Puis Luc parla, la voix basse. J'ai connu un homme qui disait que le sang révèle la vérité d'une personne. Clara le regarda de côté. Tu y crois? Je l'ai cru. Il marqua une pause. Puis j'ai eu une fille à la peau plus sombre que la mienne, et le monde m'a dit qu'elle valait moins que les autres. Il tourna les yeux vers elle. C'est la meilleure chose que j'ai jamais faite. Ces mots étaient simples, mais ils restèrent en elle. Dans le calme qui suivit, Clara respira plus librement. Pour la première fois de sa vie, elle n'eut pas à s'expliquer. Elle était, tout simplement, et quelqu'un écoutait. Le feu était bas quand Luc revint des pièges. La neige collait à ses bottes en paquets humides, ses épaules étaient saupoudrées de blanc. Clara cousait un morceau sur une des robes de Junie, le front plissé par la concentration. Elle leva les yeux quand il entra. « Tu as trouvé quelque chose ?» Un petit lapin. Il évita son regard en accrochant son manteau, mais elle sentit que quelque chose en lui était différent ce soir. Moins fermé, plus fragile. Elle posa l'aiguille. « Ça va ?» Luc hésita, traversa la pièce, se versa un verre d'eau et resta planté devant la fenêtre à fixer la nuit. Elle chantait quand la neige arrivait, dit-il. Clara se tourna. « Ma femme, ajouta-t-il doucement. La mère de Junie. » Clara se tut, écouta. Elle était comanche. Ouina. Ça voulait dire lune tranquille. Elle avait des yeux qui riaient même quand sa bouche ne le faisait pas, il but une gorgée d'eau sans se retourner. On s'est rencontrés quand j'avais 22 ans. J'avais une balle dans le corps et je délirais. Elle m'a trouvé près de la rivière, m'a soigné. Un sourire effleura ses lèvres, puis s'évanouit. Elle parlait peu l'anglais. Moi pas un mot de comanche. Pourtant on a construit une vie. Les doigts de Clara se crispèrent sur ses genoux. Quand je l'ai ramenée en ville, on nous a regardés de travers. On m'a dit qu'elle m'avait ensorcelé, que notre enfant n'appartiendrait pas à Dieu. Il se retourna enfin. Ses yeux semblaient plus vieux qu'ils ne l'étaient. L'hiver dernier, je suis parti chercher des provisions. 3 nuits. Il s'assit lourdement, comme écrasé par le souvenir. Quand je suis revenu, la porte était ouverte, la neige à l'intérieur. Junie pleurait sous la table. Clara retint son souffle. Ils étaient venus pendant mon absence. Ils avaient brûlé les couvertures. Déchiré les poupées. Emmené Ouina dehors. Sa mâchoire se crispa. Il disait qu'elle souillait la lignée. Le silence tomba comme une lame. Je l'ai enterrée sous le cèdre. Je me suis juré d'élever Junie seule et en silence pour qu'on ne puisse plus rien nous prendre. Sa voix baissa. Je n'ai pas cessé de l'aimer. Mais j'ai cessé de choisir l'amour. J'ai choisi la survie. Clara resta immobile, les poings serrés. Je comprends, murmura-t-elle.
Luc la regarda. Je ne suis pas venue ici pour tomber amoureuse non plus, dit Clara. Je voulais juste un endroit où je n'aurais plus à m'excuser d'être encore en vie. Ils se regardèrent longuement. Rien de romantique ne passa entre eux. Pas de doigts qui se frôlent, pas de grandes déclarations. Seulement la compréhension brute de deux êtres qui avaient survécu au rejet, qui avaient choisi le silence plutôt que l'espoir depuis trop longtemps. Elle t'aurait aimé, dit Luc après un moment. Clara sourit faiblement. Elle a fait une très belle fille. C'était la femme la plus forte que j'ai connue, dit Luc. Clara baissa les yeux sur la robe rapiécée. Alors je ferai en sorte que sa fille grandisse en sachant ça. Junie remua dans la pièce voisine, murmura dans son sommeil. Luc se leva, s'approcha de la porte, s'arrêta et se retourna. Tu n'es pas obligé de rester. Je sais. Mais si tu restes, dit-il, tu ne me devras rien. Je ne suis pas là pour devoir quoi que ce soit, répondit Clara. Je suis juste là. Un nouveau silence. Celui-là ne faisait plus mal. Il les enveloppa comme une couverture, épais de choses non dites, mais chaud d'une forme de paix. Il ne dirait pas encore « je t'aime ». Mais quelque chose avait commencé à pousser dans le silence entre leurs histoires, et aucun des deux ne partirait plus. Le vent avait tourné en milieu d'après-midi, plus froid, plus tranchant, chargé d'une promesse de neige. Clara venait de finir d'accrocher une couverture à sécher quand elle réalisa que la cour était trop calme. Junie. Pas de réponse. Elle lâcha la couverture, balaya le champ du regard. La barrière près des arbres était ouverte. La panique lui griffa la gorge. Elle courut, bottes martelant le sol gelé, appelant l'enfant. Elle trouva d'abord les petites empreintes près du ruisseau, puis le ruban rouge accroché à une ronce, puis un plouf, un cri. Junie. Le cœur de Clara s'arrêta. Au bord du ruisseau, Junie se débattait dans l'eau glacée, emportée par le courant, ses petites mains cherchant une branche, glissant. Tiens bon, hurla Clara, déjà en train d'arracher son manteau. L'eau était une lame d'hiver. Elle transperça sa peau, sa poitrine, sa colonne. Elle haleta mais avança, ses bottes s'enfonçant dans la vase alors qu'elle attrapait Junie sous les bras, la hissant vers un rocher à moitié submergé. Elle poussa l'enfant de toutes ses forces restantes. Reste là. Accroche-toi. Junie s'agrippa au rocher, tremblante. Mais le pied de Clara restait coincé entre deux pierres sous l'eau. Elle tira, rua, la douleur irradia dans sa cheville. Ses bras brûlaient de froid. Son souffle était haché. La dernière chose qu'elle vit fut le visage de Junie, pâle et mouillé, les yeux écarquillés de terreur. Puis tout devint noir. Luc entendit le cri alors qu'il arrivait à la cabane. Il lâcha son sac et courut. Sans manteau, sans armes, seulement l'instinct et l'effroi. Il suivit les traces, écrasant la neige. Puis il les vit. Junie sanglotant sur le rocher. Clara flottant inerte dans le courant. Il plongea sans un mot, l'eau jusqu'aux cuisses, les bras en feu. Il attrapa d'abord Clara, la serra contre lui, puis tendit le bras vers Junie. Ça va, murmura-t-il. Je vous tiens. Je vous tiens toutes les deux. Le feu rugit cette nuit-là. Luc enveloppa Clara dans toutes les couvertures sèches qu'il possédait. Il lui ôta ses vêtements trempés d'une main tremblante, sans jamais regarder où il ne fallait pas. Sa peau était glace, ses lèvres bleues. Il la serra contre lui, corps contre corps, murmurant. Reste avec moi, Clara. Reviens. Junie dormait près d'eux, au chaud, les doigts enroulés autour du châle de Clara. Luc ne dormit pas. Il alimenta le feu, frictionna les membres de Clara pour leur redonner vie, répétant comme une prière. Ne me quitte pas, je t'en supplie. Il ne pleura pas, mais sa voix se brisa. Au matin, elle remua. Ses yeux s'ouvrirent lentement, encore perdus. Puis elle le vit. Junie. Racla-t-elle. Elle est sauve, chuchota Luc en écartant une mèche humide de son visage. Grâce à toi. Clara déglutit, son corps tremblait. Je ne pouvais pas la laisser partir. Je sais, dit-il, la voix fêlée. Tu ne l'as pas fait. Sa main trembla en effleurant sa joue. Tu as sauvé ma fille. Tu aurais pu mourir. Clara le regarda longuement. Je le referai. Luc baissa la tête. Pendant un instant, il fut incapable de parler. Puis, tout bas. Ne pars plus jamais, Clara.
Ne pars plus. S'il te plaît. Elle posa faiblement sa main sur la sienne, ses doigts se refermèrent. Je n'en avais pas l'intention. Et pour la première fois, Luc ne vit plus une femme arriver par erreur. Il vit quelqu'un qui avait choisi de rester. Quelqu'un qui avait déjà sa place. Quand Clara se réveilla, il faisait encore nuit dehors. Le feu n'était plus que braise, projetant de longues ombres paresseuses sur les murs de rondins. Junie fut la première à bouger. Elle était assise en silence près d'elle, serrant une poupée de chiffon, ses petites bottes oubliées près du feu. Dès que Clara remua, les yeux de la petite s'illuminèrent. « Clara » cria-t-elle en grimpant sur le lit pour lui sauter au cou. Clara, encore faible, cligna des yeux sous le petit corps qui se pressait contre sa poitrine. « Ma chérie. » Junie se recula juste assez pour la regarder dans les yeux. « Tu peux être ma maman pour toujours ?» La même question, la même petite voix. Mais cette fois, Clara ne tressaillit pas. Elle attira l'enfant contre elle, la serrant fort. Ses bras tremblaient, non plus de froid, mais du poids d'un désir qu'elle n'avait jamais osé avoir. Des larmes coulèrent sur ses joues tandis qu'elle chuchotait. « Oui. Oui, mon bébé. Si tu veux bien de moi, je le serai. » Junie hocha la tête avec force, comme pour sceller un pacte sacré, et se blottit sous la couverture contre elle. Clara la tint comme si elle était née pour ça. À la porte, Luc se tenait immobile. Il avait tout entendu. Il n'interrompit pas. Il ne bougea pas. Ce n'est que lorsque Junie se fut rendormie qu'il sortit dans le froid. Les étoiles au-dessus de la cabane scintillaient derrière des nuages qui défilaient. La neige recommençait à tomber, légère, silencieuse, comme si le ciel bénissait la terre flocon après flocon. Au bout d'un moment, Clara se leva avec précaution. Elle s'enroula dans un châle et sortit sur le porche. Ses pieds nus faisaient un bruit doux sur les planches. Luc était là, dos à elle, main sur la rambarde, tête baissée. Son souffle formait des nuages pâles. Clara vint se placer à côté de lui. Ils ne dirent d'abord rien. Puis Luc s'éclaircit la gorge. « Je suis pas doué pour les grands discours. Et j'ai pas grand-chose, pas comme les autres. » Clara l'observait, attendait. « Je n'ai pas envoyé cette lettre, » continua-t-il. « J'avais rien prévu pour toi. »« Je sais, » dit-elle doucement. Luc hésita. Il passa nerveusement la main dans ses cheveux, un geste presque enfantin. « Mais quand je t'ai vu la tenir dans tes bras, quand j'ai entendu ce que tu lui as dit ce soir. » Il se tourna vers elle. « J'ai pas d'anneau en argent ni de pasteur. J'ai ce porche, un feu qui s'éteint parfois, une clôture encore à réparer. » Il déglutit. « Mais si ce que tu veux c'est un endroit où rester, si ce que tu veux c'est ne plus être seul, alors j'ai ça. J'ai elle. Et je veux t'avoir toi aussi, si tu me laisses faire. » Le cœur de Clara se serra. Sa gorge se noua de tout ce qu'elle voulait dire, mais elle ne put que murmurer. « Luc. » Il baissa les yeux, craignant le refus. Elle prit sa main. « Je ne veux pas juste un porche. Ni un toit, ni quelqu'un qui m'autorise à rester. » Ses doigts pressèrent les siens. « Je veux une famille. » Les yeux de Luc s'emplirent d'une émotion qu'il n'avait montrée à personne depuis des années. Derrière eux, la porte grinça. Junie déboula pieds nus dans le froid, bras grands ouverts. « Ma maman et mon papa » cria-t-elle en tournoyant, riant alors que la neige effleurait son visage. Luc la souleva et l'installa entre eux. Clara les entoura tous les deux de ses bras. Et à cet instant, sous la neige qui tombait, sous les vieilles poutres du porche, ils n'étaient plus trois personnes brisées. Ils étaient une seule chose entière. Une famille. Le vent charriait l'odeur de sauge sèche et d'herbe douce à travers les plaines. Début de l'automne, un an après ce jour glacé à la gare, où tout avait commencé non par des promesses, mais par une question de petite fille. Clara se tenait dans l'encadrement de la porte de leur cabane, une main posée sur son ventre rond. Leur deuxième enfant arriverait bientôt, et son dos la lançait doucement, signe que la vie était proche. Derrière elle, le rire de Junie résonnait dans la maison. Ils avaient bâti un foyer. Pas seulement un toit, mais un rythme. Luc avait ajouté une seconde pièce, refait le toit 2 fois, construit des étagères pour les herbes séchées de Clara et ses pots de baume. Une petite enseigne pendait au-dessus de la porte, Ray et Harrison aux herbes et soins. Au début, les gens de la ville restaient à distance. Mais Clara n'avait jamais refusé personne. Les enfants vinrent d'abord, curieux,
avides d'histoire sur les plantes et les livres. Clara leur apprit à lire avec du charbon de pin et du papier recyclé. Puis les mères, demandant discrètement des remèdes contre les fièvres, les toux, les cauchemars. Puis les vieux pour des tisanes contre les rhumatismes. On ne disait plus « s'en mêler ». On disait « Mademoiselle Clara » et on le pensait. Luc regardait tout cela avec une révérence silencieuse. Il ne parlait guère aux gens du village, mais il construisait des bancs devant la cabane et affûtait les outils des voisins. Il restait un homme de peu de mots, sauf quand Junie était concernée. Là, sa voix devenait claire et joyeuse. Et ce jour-là, sous un ciel strié de nuages ambrés, quelque chose de longtemps attendu arrivait enfin. Il se mariait. Pas d'église, pas de pasteur. Juste un grand champ doré et quelques voisins qui, autrefois, chuchotaient, mais apportaient maintenant du miel et du tissu en cadeau. Clara portait une robe qu'elle avait cousue elle-même, en coton brun doux bordé de dentelle. Ses cheveux étaient tressés, une seule plume nouée près de la pointe, comme sa mère autrefois. Luc l'attendait sous le sycomore où ils avaient vu Junie danser dans la neige pour la première fois. Junie courut devant sa mère, un petit bouquet de fleurs des champs à la main, un sourire jusqu'aux oreilles. Les mains de Luc tremblaient quand Clara s'approcha. Il avait affronté des guerres, tenu des amis mourants, regardé des canons dans les yeux. Mais ça lui faisait fléchir les genoux. Il se tint face à face, le vent soulevant le bord de la jupe de Clara. « Je n'ai pas d'anneau, dit Luc d'une voix basse. « Et moi je n'ai pas un nom qui ait jamais signifié sécurité, répondit Clara en prenant sa main calleuse. « Je n'ai pas besoin de sécurité. J'ai juste besoin d'un foyer. » Les yeux de Luc brillèrent. Elle continua, assez fort pour que tous entendent. « J'étais une femme que personne n'avait choisie, une fille qu'on laissait passer, une mariée qu'on n'était pas venu chercher. Mais aujourd'hui... » Elle tourna les yeux vers Junie qui rayonnait de fierté, « Aujourd'hui je fais partie d'une famille. » Ils s'embrassèrent sous l'arbre. Il n'y avait pas de musique, mais Junie fredonna une petite mélodie douce tandis que le soleil glissait derrière les collines. Cette nuit-là, le travail commença. Luc ne dormit pas. Il fit les 100 pas, apporta de l'eau, prépara des serviettes, et quand le moment vint, il reçut son fils de ses mains qui n'avait connu autrefois que la détente d'un fusil. Clara, en sueur, leva les yeux vers lui. Il serra le bébé contre lui, des larmes dans la barbe. « Tu n'es pas une mariée par correspondance, murmura-t-il. Tu es mon choix, chaque jour. » Le bébé poussa un petit cri, puis se blottit contre la poitrine de Clara. Elle le tint, épuisée mais radieuse. Le matin, Junie entra sur la pointe des pieds. Elle grimpa sur le lit et regarda, émerveillée, le petit paquet emmailloté. Clara sourit faiblement. « Viens rencontrer ton petit frère. » Junie se pencha, doucement, et embrassa la joue du bébé. Puis elle se tourna vers sa mère. « Maman, tu m'as choisi, moi aussi, hein ?» Clara cligna des yeux. « Comment ça, ma chérie ?» Junie toucha la main du bébé. « Je suis pas sortie de ton ventre, mais tu m'as quand même choisi. Comme papa t'a choisi. » Le cœur de Clara se serra. Elle attira les deux enfants contre elle. « Oui. Je t'ai choisi. Papa m'a choisi. Et maintenant on se choisit tous. Personne n'est laissé derrière ici. » Dehors, Luc travaillait au jardin, fredonnant doucement. Le vent faisait danser les fleurs sauvages qu'ils avaient plantées autour de la cabane. Lavande, achillée, asclépiade. De là où elle était, Clara le vit se pencher, arracher une mauvaise herbe, puis lever les yeux vers la fenêtre. Il sourit. Et dans ce moment simple et tranquille, Clara sut que c'était une vie que personne ne pourrait lui prendre, car elle n'avait pas été donnée par le monde, mais construite de ce qu'ils avaient choisi de se donner les uns aux autres.